Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au programme de cette édition ce soir, évidemment, le grand débrief à la suite du meeting, de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, avec une décision historique à la clé. La première hausse de taux depuis 11 ans, c'était attendu, une hausse de 50 points de base. Ça n'était pas attendu par tout le monde quand on regarde l'ampleur de la hausse de taux qui a été délivrée par la Banque Centrale Européenne. Si la BCE se permet de monter pour la première fois ces taux de 50 points de base, c'est parce qu'il y a à côté de cela un nouveau programme, un outil qui doit permettre de garantir la bonne transmission de la politique monétaire et que le marché associe à un outil anti-fragmentation. Cet outil s'appelle le TPI, Transmission Protection Instrument. Nous en parlerons bien sûr largement avec nos invités dans un instant pour comprendre à quoi sert cet outil, quelles seront les modalités de fonctionnement de cet outil. Et une question immédiate qui peut se poser pour les investisseurs, c'est de savoir si cet outil est adapté pour gérer le risque politique en Italie. C'est une question qui reste encore en suspens au moment où on se parle. Quand on regarde notamment les actifs italiens, on voit qu'ils sont sous pression toujours, à commencer par la dette italienne et un spread, un écartement entre la dette italienne et la dette allemande qui se retrouve au plus haut à plus de 230 points de base et qui est même plus important à l'issue du meeting de la Banque Centrale Européenne qu'avant la prise de parole de Christine Lagarde en début d'après-midi. Voilà donc pour les sujets de marché, les infos clés à l'issue de cette séance avec Alix Nguyen dans un instant et le CAC 40 qui va tenter de tenir les 6200 points ce soir en clôture, avec l'idée d'une stabilisation après un rallye qui a commencé en fin de semaine dernière. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous creuserons le thème de l'alimentation et du défi alimentaire avec Ronnie Michali, le président de la financière Galilée, que vous pourrez retrouver à partir de 17h45 dans cette émission. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés à l'issue d'une journée dense en matière d'information avec la réunion de la Banque Centrale Européenne. C'est avec Alix Nguyen. Le CAC passe d'une couleur à l'autre et digère la décision de politique monétaire de la BCE. Pour sa première hausse de taux en 11 ans, l'institution ne lésine pas et relève ses taux directeurs de 50 points de base. Elle les fait passer respectivement à 0% pour le taux de dépôt, 0,50 pour la facilité de refinancement et 0,75 pour la facilité de prêt marginal. Une ampleur inédite depuis la création de l'euro il y a 22 ans. Le taux de dépôt sort donc du territoire négatif dans lequel il évolue depuis 7 ans. Pour rappel, l'inflation en zone euro n'a de cesse d'augmenter. Elle s'est élevée à 8,6% sur 12 mois en juin dernier. Contexte auquel s'ajoute le chaos politique en Italie, provoqué par la démission du Premier ministre Mario Draghi. Démission qui a mis à mal les obligations d'État italiennes, déjà sous forte pression depuis plusieurs semaines. Dans la matinée, le taux italien à 10 ans a pris jusqu'à 22 points de base. Le spread entre l'Italie et l'Allemagne s'est quant à lui encore enfoncé. On retient aussi que dans son communiqué, la BCE explique que la mise en œuvre de son bouclier anti-fragmentation a permis de procéder à cette hausse plus forte qu'attendue et que son approbation, tout comme la... Oui. Petit problème, Alix, l'approbation du programme, effectivement, a été à l'unanimité du Conseil des gouverneurs. C'est ce qu'a précisé Christine Lagarde tout à l'heure. Oui, elle a rappelé que les moyens utilisés le seraient sans restriction a priori et d'ajouter que la BCE est prête à frapper fort. Le déclenchement des interventions se fera de la seule décision du Conseil des gouverneurs. Dans le reste de l'actualité, on retient aussi un facteur d'apaisement momentané pour le marché. Le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne a redémarré ce jeudi après 10 jours de maintenance, alors que l'Europe s'était préparée à une coupure du robinet de la part de Gazprom. Les premières données publiées par l'opérateur allemand du réseau Gascade montre que le débit serait finalement identique à celui d'avant la maintenance, soit autour de 40% des capacités. On termine avec un focus sur quelques valeurs. Thales relève ses prévisions annuelles de prise de commande et de croissance du chiffre d'affaires. Le groupe profite d'une activité robuste dans tous ses segments au cours des 6 premiers mois de l'année. Pour autant, son titre a passé le plus clair de la journée dans le rouge. En forme, Publicis revoit ses prévisions de 2022 à la hausse et
son titre bondit. Lors du deuxième trimestre, le groupe a battu les attentes des marchés avec une croissance organique de ses revenus nets supérieure à 10%. En 2022, Publicis vise désormais une croissance organique comprise entre 6 et 7%. Et puis SEB chute après avoir révisé à la baisse ses ambitions pour 2022, conséquence d'une dégradation constatée de ses résultats semestriels. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est avec nous, le directeur des investissements de Neuflize OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Mabrouk Chetouane de nous accompagner également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la stratégie marché globaux chez Natixis IM et Zakaria Darwish avec nous en plateau également ce soir. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Le débrief donc de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Il y a bien sûr en façade la hausse de 50 points de base, impressionnante, historique, mais qui est le résultat d'un compromis trouvé à l'unanimité sur un nouveau programme, un nouvel outil qui a été détaillé tout à l'heure par Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne. Le programme s'appelle TPI, Transmission Protection Instrument, et vise à garantir ce que la BCE appelle la bonne transmission de la politique monétaire, ce que le marché entend par un outil anti-fragmentation. Des outils, la BCE n'en manque pas. Il y a eu le SMP, l'OMT, l'APP, les TLTRO, le PEPP. Non mais je fais la liste pour montrer qu'on n'est pas au bout des acronymes sans doute et que la boîte à outils est déjà bien remplie du côté de la Banque Centrale Européenne. La question est donc... Qu'est-ce que ce nouvel outil apporte aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne? À quoi sert-il et comment fonctionne-t-il? Déjà, en un, il apporte une réponse à un stress de marché, à des doutes sur la fragilité ou la solidité de la zone, parce qu'on commence à voir un marché qui teste justement les limites d'endettement, de taux d'endettement de certains États, et l'Italie en particulier, pour ne pas les citer, surtout dans un contexte politique qui est complexe. Donc la réponse de la BCE, elle vient pour faire face, et elle était attendue, parce que c'est quelque chose qu'on nous avons vu, pour faire face à cette attente-là et à ces craintes-là. En substance, si on résume fondamentalement ce qui a été communiqué, c'est que la BCE se tient prêt à assurer la solidité de la zone, à venir acheter des instruments publics et même privé si nécessaire, donc du crédit si nécessaire, de telle façon à assurer une transmission monétaire. Donc quand on dit ça, quelque part on a tout dit, on n'a rien dit du tout. Quand en substance, et on voit bien que dans la conférence de presse, Madame Lagarde était assez mal à l'aise là-dessus, ça manque de détails. Tout ce qu'on dit, c'est faites-nous confiance, s'il y a un problème, on sera là. La conditionnalité de ce programme reste à définir dans le détail. Il y a des éléments de contexte qu'on voit qui peuvent être liés justement à la réforme, au niveau de déficit, aux réformes structurelles qui sont implémentées, à des lancements de procédures de déficit excessif de la part des États. Mais il y a un élément discrétionnaire qui reste important. Oui. Et c'est cet élément-là sur lequel il y a beaucoup de questions. Jusqu'à quel point la BCE peut être flexible au sein de son mandat spécifique à l'inflation. Il y a des critères indicatifs qui ont trait, comme vous dites, on va dire à la bonne gestion des finances publiques, à la soutenabilité en tout cas de la trajectoire des finances publiques, assez classique, à la participation également au fiscal framework européen, c'est-à-dire au pacte budgétaire européen. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le pacte budgétaire aujourd'hui en vigueur en Europe. Il n'y en a plus pour l'instant. Bref, des critères assez... la participation aux critères d'un programme comme celui du programme de résilience et de reprise européen, dans le programme Next Generation EU. Mais à la fin de la journée, c'est une décision discrétionnaire du Conseil des gouverneurs d'activer ou non ce programme. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. En substance, c'est ce qu'on peut lire dans le communiqué et ce qu'elle laisse quelque part entendre. Et on voit qu'il y a qu'il y a du flou, un manque de autour clarté, de ça. oui, Flou volontaire, j'imagine. Oui. Mais... Et Villeroy le gouverneur de la Banque de France, il avait souligné que par construction, cet outil, il y aura un côté qui serait indéfini, justement
pour pouvoir répondre de façon plus large aux risques qui pourraient être levés. Et c'est écrit dans le texte que les risques auxquels la BCE peut répondre, cette liste de risques peut s'étendre si nécessaire en fonction des conditions. Ouais, je vous passe la parole évidemment aux autres, mais c'est une question que je poserai à tout le monde. Est-ce que c'est un programme qui permettrait à la BCE d'agir sur un risque italien spécifique qui est en train d'être le risque que tout le monde regarde dans les marchés? La réponse, a priori oui, mais ça dépend quelque part de la situation politique italienne. La nature du risque. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que si demain, finalement, donc Mario Draghi a remis sa démission, si demain il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de nouveau gouvernement, ou si c'est un gouvernement qui est anti-Union européenne, ou qui n'implémente pas les réformes, je vous rappelle que l'Italie a commencé à toucher des fonds de l'Union, qui a tout un programme, elle a basé son budget sur le fait qu'elle touche des versements de la part au fur et à mesure, bien sûr. Il y a 19 milliards ou 20 milliards d'ici la fin de l'année encore. Hein. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est conditionné à un certain nombre de réformes structurelles qui vont de choses très importantes dans l'industrie à des choses sur l'ouverture à la compétitivité, à des choses plus, on va dire, plus légères telles que les concessions de plage. Mais toutes ces choses-là doivent être faites. Et si ce n'est pas fait, ça bloquerait en fait le financement de l'Italie. Et là, je ne suis pas sûr qu'elle serait éligible, que le pays serait éligible à une aide de la BCE. Voilà, tout à fait. Au programme TPI, en tout cas. TPI. Il y a d'autres programmes, oui, comme l'a rappelé Christine Lagarde. Vos commentaires, Mabrouk, moi ça m'intéresse quand même d'essayer de comprendre. Alors il y a le côté un peu black box. Est-ce que c'est volontaire de garder autant de discrétion de la part des banquiers centraux sur la manière dont on activerait éventuellement ce programme, la manière dont il fonctionnerait? Là aussi, on n'a pas sur les montants, a priori c'est sans limite, mais on sait qu'il y a quand même des limites techniques dans les achats de la Banque Centrale Européenne, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à la fin de cette journée de la réponse de la Banque Centrale Européenne face au stress de marché? Alors, c'est complètement volontaire, en fait, ce choix qui a été délibérément opté par les membres du directoire de la BCE. On le rappelait encore il y a un mois à cette émission. Règle versus discrétion, est-ce que ça va être la nouvelle norme, finalement, de pilotage de la politique monétaire? Il semblerait que oui, puisque la Banque centrale, entre guillemets, la plus dogmatique, en tout cas historiquement parlant, étant la BCE, aujourd'hui abandonne progressivement les dogmes auxquels effectivement elle était assignée au cours notamment du mandat de Trichet notamment. Enfin, on pourrait y revenir si on veut. La question, en fait, moi, il y a deux aspects. Premièrement, c'est le côté un peu préventif de l'action. C'est-à-dire qu'en gros, on a aujourd'hui le traumatisme de la crise des dettes souveraines de 2010 qui continue finalement un peu d'hanter en quelque sorte les membres, le directoire de la BCE. Et donc, in fine, qu'est-ce qu'ils font? Ils préviennent en quelque sorte de ce risque dont le coût est absolument colossal. On l'a vu, le coût humain, le coût financier, le coût économique. Et donc, il est hors de question pour la BCE de subir de nouveau ce traumatisme et ce coût économique. Dans un monde de plus en plus complexe avec, on le rappelle, une Europe qui est confrontée à une situation de conflit militaire. Ça, c'est le premier point. Donc, du coup, on agit de manière préventive. Ça, c'est nouveau. Deuxièmement, effectivement, on a cette discrétion. Donc, on se laisse toutes les marges de manœuvre possibles, modulo effectivement les limites techniques qui sont, par exemple, en tout cas, il y a le remboursement, enfin le réinvestissement des tombées, qui peut constituer un espèce de cadre. Et on s'aperçoit que quand on calcule juste une simple moyenne des tombées annoncées par la BCE, c'est à peu près une vingtaine de milliards. Une vingtaine de milliards, c'est le prolongement, entre guillemets, du PSPP, si jamais, effectivement, ce dernier ne venait C'était le flux d'achat mensuel... Et 20 milliards, globalement, quand on habituel. Exactement. Et donc, ça fait pas loin, sur l'horizon, effectivement, sur les 12 mois glissants, ça fait pas loin de 250 milliards d'euros qui vont être de nouveau injectés par la BCE par le simple truchement des réinvestissements de tombée. Ça suffit en quelque sorte à prévenir d'un risque sur l'Italie. Maintenant, je suis d'accord avec ce que dit Zaccaria, effectivement, c'est-à-dire si jamais demain on a un blocage politique fort et on a vu en Italie que c'était tout à fait possible comme configuration, quand on avait Salvini qui était au pouvoir. On ne peut pas parler d'un chaos, entre guillemets, mais en tout cas de très grandes tensions avec les instances européennes. Je rappelle que l'Italie doit rendre une copie, effectivement, à la Commission européenne autour du mois d'octobre, et c'est autour du mois d'octobre qu'auront lieu ces élections anticipées. Donc on a véritablement aujourd'hui un calendrier qui est malheureusement encore à la défaveur de la zone euro. Et globalement, ce que nous montre Christine Lagarde, et même si elle était très mal à l'aise finalement au cours de sa conférence de presse pour parler de cette capacité discrétionnaire qu'a la BCE, on se rend compte aujourd'hui que ça devient quelque part le nouvel outil de politique monétaire, la discrétion. Et à mon sens, c'est un outil qui est pertinent dans le contexte actuel
de grande volatilité macroéconomique. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, ce qu'on constate après la normalisation post-pandémie, si je puis dire, c'est qu'on est toujours dans un cycle macro extrêmement volatile. On a des chaînes d'approvisionnement qui sont effectivement en situation de difficulté. On a le risque sur le gaz russe, effectivement, qu'on ne peut absolument pas exclure dans un scénario central quand on est un policymaker. Et donc, quand on a tout ce cosme de volatilité macroéconomique, il est impossible, en fait, d'annoncer une forward guidance qui sera crédible. Il faut arrêter de se préengager. Exactement. On revient à quelque chose, alors que nous, on n'a pas connu, parce qu'on a toujours, on a souvent connu. Non, mais on a vécu ces 10 dernières années avec ce concept de forward guidance. Je m'engage, je vous donne de la visibilité sur quel va être le chemin de ma politique monétaire. Mais ça, effectivement, beaucoup plus lisse. Mais bien sûr, il était piloté par les banques centrales. Aujourd'hui, les banques centrales n'ont plus en fait cette prééminence sur le cycle macro parce que choc d'offres, etc. Ça a été largement commenté. Et donc aujourd'hui, il est important de ne pas se lier les mains pour être efficace lorsqu'il y a un stress financier qui se manifeste. Ouais. Et donc, oui, la discrétion redevient un mode d'action pertinent dans cet environnement. La discrétion redevient la règle, en fait, si je puis dire. Oui. Mais en fait, oui, c'est un peu ça. Et encore une fois, c'est la vieille politique, enfin la politique à l'ancienne, si je puis dire, qui revient avec tout ce qu'on a connu dans les années 80-90. Bon. Les enseignements de ce meeting, de ce qui a été délivré par la BCE, qu'est-ce qui vous intéresse, Olivier ? On n'a pas parlé encore de la hausse de taux, il va falloir qu'on en parle, mais sur le programme déjà anti-fragmentation, est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau programme ? Il y a des programmes qui ont été designés pendant la crise souveraine, l'OMT notamment, qui a été cité dans la conférence de presse. Pourquoi ce programme ne semble pas adapté aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il faut un programme TPI pour coller à la situation actuelle ? Je pense que je vais retenir plusieurs choses. Je vais essayer de faire une petite synthèse, pas évidente. La première chose, c'est la fin des taux négatifs. C'est quand même quelque chose à retenir parce que si on revient 2 ans en arrière et qu'on se retrouve dans la situation de juillet 2020, tout le monde disait la perspective de remontée des taux de la part de la Banque Centrale Européenne est repoussée dans le temps. Donc ça nous permet, nous, économistes, gens de marché, de se rappeler à quel point les éléments peuvent évoluer. Deuxième élément, la fin de la politique de forward guidance. Alors le sujet de discrétionnaire versus règle, c'est un sujet pour les académiques, on en parlait déjà au cours des années 1990, c'est un sujet sans fin. J'aurais plutôt tendance à considérer que la politique monétaire a toujours été discrétionnaire. Mais ça, je laisserai les académiques se prononcer là-dessus. Le troisième point sur l'aspect TPI, je pense que le TPI est un coussin de sécurité supplémentaire. Donc aujourd'hui, vous avez 3 coussins de sécurité. La flexibilité des réinvestissements du programme actuel, le TPI qui est un nouvel outil que la Banque Centrale Européenne pourra utiliser ou pas. Et le troisième élément, c'est l'OMT, dont on n'a pas envie de parler beaucoup, mais qui est quand même un outil qui reste présent et que la Banque centrale et que Madame Lagarde a rappelé et qui peut servir à aider les pays de la zone euro qui seraient en difficulté. Et puis vous avez également un coussin de sécurité sur le plan budgétaire, puisque le programme Next Gen Europe est un plan d'investissement global auquel est attaché un principe de conditionnalité assez fort. Donc je pense que ce qui est fait aujourd'hui est plutôt rassurant, doit permettre d'éviter un risque systémique italien fort au cours de ces prochains mois et de ces prochains trimestres. Il y a une petite question tactique qui se pose de savoir si les marchés ne vont pas avoir envie de tester ce nouveau TPI. Pourquoi pas au mois d'août ? Il y a moins de liquidité sur les marchés. Ça sera peut-être dépendant de ce qui se passera sur le plan politique italien. Et puis le deuxième élément un peu plus stratégique, c'est le fait que dès lors qu'on n'a pas de politique de forward guidance, que l'on a eu au cours de ces 10-15 dernières années, on a a priori moins de visibilité, plus de dépendance aux statistiques de court terme, donc un régime de volatilité plus élevé, régime de volatilité dans lequel on est déjà depuis maintenant quelques mois. Alors elle ne veut plus se préengagé, mais la BCE et Christine Lagarde signalent quand même que le prochain meeting de septembre va délivrer une nouvelle hausse de taux. Oui, parce que là, elle a du mal encore à se détacher de la forward guidance. Donc, il y a des restes. Il y a des restes. Oui, je comprends. On ne change pas les habitudes comme ça. Donc, et elle a envie également
on va dire, d'affirmer la volonté, d'affirmer la stratégie D'accord. dans laquelle la Banque Centrale Européenne s'est engagée. Si elle ne confirmait pas la première hausse de taux qu'elle a réalisée aujourd'hui, on se poserait la question de à quoi cela a-t-il servi. Donc elle a probablement envie de confirmer le mouvement dans lequel elle est lancée, mouvement qui, selon nous, s'arrêtera assez rapidement. À quoi sert le programme TPI, face à quel type de choc, de risque? Et même question, est-ce que ça peut répondre à une crise politique majeure, peut-être, qui est en train de naître en Italie? Non, je ne pense pas que ça répondra à une crise politique majeure en Italie. Je pense que ça répondra davantage à une problématique de liquidité. Si jamais on voit les primes de risque s'écarter de manière non souhaitée, désordonnée, et donc il va falloir estimer pourquoi ces mouvements-là interviennent dans les marchés. Ouais. Et si c'est pour des questions de liquidité, par exemple, vous dites, là, on sera légitime à intervenir. Là, la Banque Centrale Européenne interviendra très probablement. Oui. D'accord. On a vu la capacité de l'Europe, de la zone euro, de la BCE, à intervenir en cas de risque politique. Quand il y a eu l'Espagne, effectivement, avec le risque de scission, avec la Catalogne, merci. On a vu la BCE qui, de manière discrétionnaire déjà, en fait, avait dévié de ces règles, finalement, quand c'était encore le PSPP qui était en cours, et qui a dévié, effectivement, d'un certain nombre de milliards pour pouvoir effectivement soutenir les taux espagnols. Donc la discrétion, effectivement, était déjà un peu dans les tuyaux, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, elle devient, encore une fois, quelque chose de prééminent. Donc ça, c'est quand même assez important. Et maintenant, on va voir ce que va faire la Banque d'Angleterre. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que, là aussi, on va avoir une surprise? Why not, hein. Vous le disiez tout à l'heure, ça a l'air devenir un mode d'action qui revient à la mode, en tout cas chez les... c'est une nécessité. Après, il y a juste un point sur la conditionnalité. En fait, là encore, la conditionnalité, quand on regarde, c'est tellement large que c'est inapplicable, en quelque sorte. Donc, en gros, toutes les configurations sont éligibles en quelque sorte. Le paradoxe, c'est qu'il est là, c'est qu'en donnant quelques gages, en disant oui, il faut faire des réformes structurelles, etc., c'est en économie toujours le même discours. Ça n'a pas empêché, à un moment donné, la dette souveraine d'être achetée, ça n'a pas empêché la dette d'entreprise d'être achetée. Le pragmatisme, la flexibilité et, entre guillemets, l'absence de menottes, c'est, je pense, les nouveaux piliers de la politique monétaire, que ce soit en zone euro, que ce soit du côté des États-Unis. Zakaria ? Oui, en particulier, fait, par rapport à ce débat sur la forward guidance, effectivement, c'est plus la règle, mais je dis, mais en fait, les éléments récents nous disent que c'est mort, en fait. C'est mort de facto. La BCE, jusqu'à une semaine, nous a préparé une hausse de 25, finalement 50. La Fed, 50, et puis finalement, c'est 75. Mieux vaut abandonner la forward guidance plutôt que de trahir en permanence la parole qu'on donne quelques semaines avant. Exactement, on a un capital crédibilité qui peut être fortement entaché, mais a raison, parce que finalement, les fondamentaux macro changent fortement. Quand on regarde le mandat unique de la BCE en zone euro, c'est l'inflation. L'inflation, c'est beaucoup lié au prix de l'énergie. Donc finalement, en fonction de ce qui va se passer sur un front de conflit guerre Ukraine-Russie, et ben en fait, ça va avoir un impact majeur sur les prévisions d'inflation à venir et donc sur la politique monétaire. Mais du coup, en fait, ce côté de forward guidance avec la volatilité des données qui nous arrivent, ben, ça ne fait plus sens en fait. Même si on essaie de le faire, finalement, ça ne marche pas très bien. Je reviens à ce qui a été délivré par la Banque Centrale Européenne. Dans le cas où le programme TPI serait activé, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une Banque Centrale Européenne qui, à la fois, normaliserait sa politique monétaire, donc viserait quand même à resserrer les conditions financières, ou à les normaliser, à les neutraliser, et de l'autre côté, se remettrait à appuyer sur l'accélérateur de la liquidité en faisant gonfler son bilan. Oui, ça peut rendre un peu schizophrène quand même cette idée-là. Les deux ne sont pas. D'accord. On peut normaliser en continuant de faire gonfler le bilan. Les deux s'adressent à deux problématiques différentes. La normalisation, la hausse des taux vient pour faire face à l'inflation. L'augmentation de la taille du bilan vient pour faire spécifiquement face au sujet de la fragmentation, même si ça peut-être être caché sous la parité euro-dollar, sur de l'inflation rapportée. Il y a tous ces aspects-là qui rentrent en jeu. Du coup, oui, c'est quelque chose... Et on peut, quelque part, elle a dit dans sa conférence de presse que c'est quelque chose qui s'est passé dans les coulisses, mais on peut en fait imaginer que c'est déjà en fait le début de quelque chose de ce genre. C'est-à-dire que peut-être les options qu'avait la BCE, c'était soit ils montaient de 25, ils annonçaient rien sur la fragmentation européenne, soit ils faisaient 50
Et en parallèle, ils lançaient leur programme. Ouais. C'est peut-être quelque part cette approche-là. Il y a un point peut-être un peu théorique par ailleurs, mais c'est toujours important de faire référence à deux, trois questions théoriques. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la BCE, bon, il y a plusieurs objectifs: stabilité des prix, stabilité financière, lissage du cycle économique. Bon, ça, à la limite, c'est la dernière route du carrosse. Et on voit que finalement, qu'est-ce qu'on avait en face? Finalement, on avait que on avait des outils non conventionnels. Et il n'y avait plus finalement d'autres leviers pour pouvoir agir, notamment sur la stabilité financière, puisque les outils avaient été un peu épuisés. Là, en fait, finalement, face à des deux grands défis de la BCE, deux grands objectifs, à savoir la stabilité des prix, enfin du moins le retour vers une target, on pourra en discuter, et d'inflation, et finalement la stabilité financière, la BCE se dote d'un nouvel outil, le TPI en question, plus effectivement les taux d'intérêt. Donc on a deux outils pour deux objectifs. Donc là encore, ça devient de plus en plus clair. Et à mon sens, finalement... Non, mais, à mon sens... Non, mais, j'entends bien. Non, mais pour le commun des mortels, c'est-à-dire, il faut se dire qu'à un moment, la BCE peut monter les taux, mais quand même faire du QE à côté. Non, mais... Et elle peut, par ailleurs, elle s'est jamais empêchée, privée, de réactiver un programme PSPP ou autre. En gros, c'est tout à fait envisageable. S'il y a une tension forte, encore une fois, l'analyse coût-bénéfice montre qu'il vaut mieux en fait intervenir plutôt que de laisser filer la situation. Ouais. Ça, c'est plus tolérable, nulle part. Ouais. Oui, et puis ça ne sera pas vraiment un QI. Non, Ce sera Ce déguisé. sera une opération monétaire destinée à ce que les primes de risque restent sous contrôle et qu'on ait des niveaux de taux qui soient, on va dire, en harmonie avec le niveau des taux courts. Ouais. Donc c'est plus ça, normalement, l'objet de cet outil qui n'est pas incompatible avec un mouvement de remontée des taux. Sur les sujets qui génèrent un risque de fragmentation en Europe, donc il y a la crise énergétique, du gaz. Ouf, il est revenu pour l'instant, en partie. Un peu plus que ce qu'on pouvait espérer peut-être, mais j'allais dire c'est parti remise. Il est pour combien de temps encore? Donc il faut se mettre dans l'idée que la rupture, le scénario Blackard devient peut-être un scénario central. Et puis sur l'Italie, là aussi, est-ce que c'est une crise italienne comme d'habitude? C'est-à-dire le 153e gouvernement depuis la fin de la... Non, ils en sont à 70, je crois, ou quelque chose comme ça, de gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale, durée moyenne 12-18 mois, etc. Est-ce qu'on est encore dans ce qui est pour les investisseurs quelque chose d'habituel, ou est-ce que là, c'est une crise qui peut être différente? Parce que c'est Mario Draghi, parce que les situations bilancielles, budgétaires sont quand même beaucoup plus dégradées qu'il y a encore 2-3 ans, parce que l'Italie est très dépendante du gaz russe, justement. C'est une nouvelle crise italienne, politique. Comme vous l'avez dit, on en a l'habitude. Est-ce que ça peut être quelque chose de différent? Je ne vois pas trop pour quelles raisons ce serait quelque chose de différent. Lorsqu'on avait eu... les précédentes crises italiennes coïncidaient également avec des difficultés sur le plan économique, des ratios d'endettement et des déficits déjà détériorés. Pas nécessairement le déficit structurel, mais le niveau de la dette était déjà très élevé. On avait une sous-performance économique par rapport au reste de la zone euro. Donc on est peu ou prou dans le même cadre. Et je ne vois pas trop ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle crise politique. Les points d'attention, je pense qu'ils sont doubles. Premièrement, effectivement, ça coïncide avec un moment où la situation économique de l'Italie est plutôt en train de se détériorer et où la mise en œuvre du plan Next Gen EU est clé pour la croissance potentielle italienne. Donc là, on a un risque d'exécution assez important, mais qui n'est sans doute pas immédiat, qui est plutôt à un horizon de 2-3 ans. Et la deuxième problématique, elle est sur le plan de l'Europe, avec une Europe dont la gouvernance est en train plutôt de s'affaiblir. Vous avez Draghi, un homme pro-européen qui était l'un des rédacteurs du grand plan européen 2025 et qui avait donc une vision. C'était un homme avec une vision qui probablement est en train de quitter donc, la scène politique italienne. Donc ça affaiblit cette gouvernance européenne qui fait face, en plus à court terme, à un combat et à une guerre sur le continent européen. Donc effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais pour autant, ce n'est pas catastrophique. On ne se retrouve pas dans une nouvelle situation ou dans un nouveau risque. Oui, c'est ça. On n'est pas à l'aube d'une nouvelle séquence 2010, 2011, 2012.
Probablement pas, j'espère que je ne regretterai pas Ouais, dans non, 6 mois, mais probablement pas, d'autant plus qu'on a les outils aujourd'hui qui sont en place Oui, on vient d'en parler. et qui doivent permettre d'éviter ce genre de dénouement. Qu'est-ce qui change dans cette crise italienne? Qu'est-ce qui ne change pas par rapport aux autres crises italiennes, Zaccaria? Ce qui change, c'est Mario Draghi. Mario Draghi, clairement, c'est... En fait, il y a quelque chose qui est frappant, c'est quand on lit les rapports des agences de notation de crédit souverain. Ils font spécifiquement référence à Mario Draghi pour justifier la note de l'État. Et ça, c'est incroyable. Je ne suis pas sûr qu'il y ait C'est très inquiétant même, d'une certaine manière. C'était un facteur de soutien énorme. Ouais. Et en fait, c'est quelqu'un que les marchés connaissent. C'est quelqu'un qui s'est construit une crédibilité. Il a su asseoir une crédibilité lors de son mandat à la BCE. Et il a mis cette crédibilité au service de son État. Service de son pays, oui. Donc là, en fait, quand il jette l'éponge, c'est un signal négatif dans le sens où on connaît quelqu'un qui a des notions de marché, qui a des notions d'économie, qui n'est pas du monde politique, qui n'a pas un pur produit du monde politique, et qui se dit la situation actuelle, je ne vois pas trop comment la gérer. Donc, si lui n'arrive pas à infléchir la trajectoire italienne pour retrouver du potentiel de croissance, faire que l'Italie profite enfin de son intégration à la zone économique et monétaire, si lui n'y arrive pas... C'est compliqué parce qu'en fait, il a amorcé beaucoup de choses. Il a vraiment amorcé beaucoup de choses. Il a réussi. Il a quand même, je vous rappelle, pour prendre le mandat, il avait mis un certain nombre de conditions. Oui. Au début, personne disait mais il n'aura jamais ça. Finalement, il a parti qu'il soutenait quand même. Et de tout le spectre. Mais oui. De tout le spectre. C'est comme si on allait de Philippe Poutou à Éric Zemmour, quoi. Non, mais pour dire les choses un peu comme ça. Voilà, exactement. Et donc. Si ça, ce n'est plus possible, on va voir avec les élections. En fait, au final, c'est là ça va être clé. Alors, par contre, je dirais peut-être qu'on pourrait avoir un Mario Draghi 2, en fait, le sauveur de retour, parce que quand on regarde la politique italienne avec tous ces rebondissements, il y a un certain monsieur Berlusconi, on voit que les gens peuvent revenir. Mais globalement, aujourd'hui, c'est ça le seul facteur, je dirais. Effectivement, je suis d'accord sur l'analyse. Je dirais que le seul facteur différenciant, c'est la personnalité vraiment très spécifique de Mario Draghi dans cette configuration. Vous faites bien de rappeler que Silvio Berlusconi est toujours là, à travers son parti Forza Italia. Non, mais parce que les partis forts aujourd'hui en Italie, c'est les partis de droite et d'extrême droite. C'est les Frères d'Italie, c'est la Lega et c'est Forza Italia. Des partis qui ont mis sous couvert leur euroscepticisme, mais qui doit quand même toujours être dans les idées défendues par ces gens-là. Et puis... des partis qui sont peut-être beaucoup plus tournés vers la Russie que vers l'Ukraine aussi, d'une certaine manière, dans le conflit, dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Ce sont des partis qui sont peut-être un peu plus pro-russes que d'autres sur la scène politique. Oui, du coup, il faut voir comment ça va évoluer, parce que Mario Draghi a quand même a initié une politique on va dire, l'Europe au global d'ailleurs, et Mario Draghi en particulier pour l'Italie, a initié une politique de réduction de la dépendance vis-à-vis de la Russie. Donc on a cherché en Algérie, en Afrique, en essayant de chercher des partenariats un peu partout. Et du coup, en fait, c'est cette politique-là, il faut voir si elle continue d'être implémentée. Parce qu'on voit, en fait, et là c'est beaucoup plus global pour l'Europe, on parlait du gaz, en fait, on est en train de répondre à la problématique sur le moyen terme, mais on n'a rien en fait. Ah non, mais oui, bien sûr. Oui. Et on n'a rien tout de suite. Dans 5 ans, on aura les outils, mais pour les 18-24 mois qui viennent, c'est compliqué. On n'a pas de sujet, on n'a pas de on n'a pas de solution. Enfin, si, on a des solutions, mais qui coûteront cher. Donc, la première chose, il me semble qu'il y a eu hier soir une nouvelle comme quoi une proposition des États membres de réduire de 15% leur production. Oui, bien sûr, c'est sur la table. Ça va passer par là, à un moment ou à un autre. Ça aura un impact économique. Et il y a déjà certains États, comme l'Espagne, qui disent « Mais attendez, nous on n'a pas vécu au-delà de nos moyens énergétiques comme d'autres pays. Donc nous, en Espagne, les 15% de réduction, on n'a pas envie d'aider l'Allemagne à se rendre indépendante du gaz russe. C'est son problème. » On le voit déjà apparaître, donc il y a quand même... c'est peut-être là où aura lieu la fragmentation. Elle n'est pas formellement financière, mais elle sera politique. Oui. Et clairement, ce que nous montre encore une nouvelle fois cet épisode italien, c'est le côté on peut dire quasi ingouvernable en fait de ce pays, parce qu'un gouvernement dont la durée de vie moyenne est à peu près comprise entre 13 et 18 mois, je crois.
bon, c'est pas tenable, entre guillemets, pour mener en fait des politiques. On sait bien que la conduite de réformes structurelles, quelle qu'elle soit, finalement, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, et on ne peut pas avoir un gouvernement qui a si peu de temps pour opérer. Donc, et avec toute la crédibilité, et c'est là le deuxième point, en quelque sorte, on parlait de la crédibilité des banques centrales, qui est sans doute l'actif le plus important dont elles disposent, mais la crédibilité d'un gouvernement également. Donc là, aujourd'hui, le prochain gouvernement, on a déjà eu des gouvernements entre guillemets, de combinaison d'extrême droite et de partis de droite. On a vu ce que ça a donné avec Salvini qui, systématiquement, dès qu'il avait l'occasion de taper sur l'Europe, n'hésitait pas à le faire. Donc c'est pas le moment, effectivement, lorsque l'Europe se ressoude pour pouvoir effectivement faire face aux défis, pas seulement le défi russe, mais le défi sécuritaire par ailleurs, d'avoir effectivement une Europe qui se disloque de nouveau, mais sur le plan politique. Et finalement, même si la BCE, ça rappelle en quelque sorte ce que Mario Draghi disait lorsqu'il était à la tête de la BCE, on peut résoudre certains problèmes, on peut pas tout faire, on compte sur les États. Là, la BCE résout le problème de fragmentation économique, enfin de fragmentation financière. Ouais, Elle ne peut pas résoudre le problème de fragmentation politique. Donc à un moment donné, il faudra que... Il y a une clarification. Je ne sais pas d'où elle vient, parce que si, à travers des élections, et voilà. J'ai quelques doutes, honnêtement, sur la capacité de voir, alors sauf à avoir un Draghi 2 le retour, en quelque sorte, mais je ne vois pas aujourd'hui un gouvernement de coalition pouvoir mener les réformes ou pouvoir finalement apporter une copie crédible aux instances européennes pour justement, la prochaine deadline, finalement, elle n'est pas à horizon de 2-3 ans, elle est à horizon de la fin de l'année. Donc c'est une crise qui ne peut qu'aller de mal en pis pendant les prochains mois. Pendant les prochains mois, on est en wait and see, et puis franchement, à moins d'avoir une bonne nouvelle, mais on ne sait pas d'où elle peut venir, à mon sens, il y aura plutôt que des mauvaises nouvelles à venir. Oui. En italien. Oui, sur l'Italie. Oui. Mais qui par effet de ricochet, vont poser quelques problèmes aussi à la zone euro. C'est toujours la même question. C'est la question de la solidité politique des institutions européennes. Elle sera de nouveau discutée, et on le verra. Enfin, le retard structurel également qu'on observe sur le marché des actions, on l'explique en partie par là aussi. Pourquoi est-ce que l'Europe ne progresse pas plus ? Parce qu'on a encore ces handicaps qu'on traîne systématiquement. Une fois qu'on a parlé de tous ces problèmes et qu'on en vient au marché, Olivier, on a le sentiment, ou l'impression même, c'est un constat qu'on dressait à la mi-journée dans l'émission, alors bon, il y a l'Italie spécifique, mais au-delà de ça, depuis quelques jours, semaines, les tensions financières semblent se détendre un petit peu dans les marchés. La correction obligataire s'est arrêtée, s'est calmée en tout cas. Les marchés actions, on a 3-4 jours de rebond derrière nous. On n'est plus à 5800 points sur le CAC, on est à 6002. Et l'inflation est à 9,2%. Et l'inflation est toujours à 9% et plus. Et la Banque centrale américaine va augmenter les taux de 75 points de base la semaine prochaine. Et le marché est stabilisé. Donc en fait, le problème n'est plus là. Le problème est plus... C'est plus l'inflation, vous dites ? Oui, le problème n'est plus l'inflation. Le problème n'est sans doute pas l'instabilité politique de court terme. Le marché est en train de rentrer dans une autre phase parce qu'il a bien compris que l'inflation allait sensiblement ralentir au cours de ces prochains mois. Et cette conviction, elle est alimentée par la correction assez significative des prix des matières premières. Vous prenez le cuivre, il corrige de 30% par rapport à son point haut, et puis tout un tas de matières premières corrigent de manière très significative. Donc le prochain sujet, c'est sans doute de savoir ce que vont faire les banques centrales, et en particulier la Banque centrale américaine, lorsque l'économie américaine va multiplier les signes de ralentissement sensibles. Allons-nous avoir une Banque centrale américaine qui va continuer de durcir ses taux directeurs et qui va également casser la perspective de réduction des taux directeurs, puisque les investisseurs commencent à anticiper une banque centrale américaine qui réduirait ses taux directeurs dès le début de l'année prochaine, ou la Banque centrale américaine, justement, va confirmer les anticipations de marché. Tout le débat va sans doute être là à partir de cet automne. Donc pour les férus d'histoire économique, c'est le débat des années 70. Donc est-ce qu'on a un président Powell qui ressemble à Volcker ou est-ce qu'on a un président Powell qui ressemble à Burns ? Donc si on essaie de préciser, Powell a monté les taux directeurs de manière très élevée et les a laissés relativement élevés, en tout cas sensiblement plus élevés que les niveaux d'inflation, de telle manière qu'on avait des taux d'intérêt réels court terme positifs. Ça c'est Volcker. Oui, c'est ça, Volcker. C'est le chemin que suit Powell jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais peut-être que Powell sera Burns. Et Burns, c'est celui qui monte les taux directeurs et qui les rebaisse de manière très rapide. Et le marché est plutôt en train de parler sur ce scénario-là. Et il n'est pas évident que, en fait, Powell soit Burns.
peut-être que Powell est Volcker. Et dans ce cas-là, on aura sans doute une nouvelle phase de volatilité sur les marchés, mais ça sera sans doute la question de l'automne pour les investisseurs. Si l'ambiguïté n'est pas levée à ce stade, comment on gère, comment on investit dans ce contexte-là, avec cette ambiguïté devant nous, Olivier, sauf à prendre le pari que Powell est ou Volcker ou Burns, je n'en sais rien. Mais... On s'attache aux fondamentaux. Et donc, les fondamentaux, c'est une économie qui décélère très sensiblement au cours des prochains mois, avec la perspective d'une stagnation au premier semestre aux États-Unis et en Europe. D'accord. Dans ce cadre-là, ça alimente les diminutions des anticipations de croissance des résultats des entreprises. Et dans ce cas-là, ça signifie qu'on a un momentum économique et un momentum microéconomique qui ne vont vraisemblablement pas être favorables aux actifs risqués et en particulier aux actions. Donc c'est la raison pour laquelle, pour notre part, on est sous-pondéré aujourd'hui sur les actions. Et on attend des points un peu plus bas au cours de cet automne, justement une fois que cette question sera sur le devant de la scène pour revenir sur les actifs risqués de manière plus agressive. Bon. Est-ce que la semaine prochaine, c'est le baroud d'honneur de la Fed avec à nouveau 75 points de base et puis ensuite, le ton change, la nature du débat se tourne peut-être plus vers l'emploi, la croissance, etc. Je parle de ça à la rentrée, fin août, septembre, octobre. Ou est-ce qu'à ce stade, ça reste vraiment compliqué de faire ce pari-là, Zakaria? Je pense qu'il y a quelques éléments qui montrent plutôt une stabilisation, début de ralentissement de l'économie. Mais quand on voit des taux d'intérêt qui sont aussi élevés, des taux par exemple d'emprunt, de mortgage immobilier, et que les prix de l'immobilier continuent de monter, on se rend compte à quel point il y a un décalage de temps entre une inertie énorme entre le changement de politique monétaire et l'impact que ça peut avoir. Donc effectivement, ça, ce que M. Powell, qu'il soit Volcker ou Burns, ne doit pas l'ignorer. Et du coup, a priori, je reviens vers l'Europe, il y a quelque part la même logique, c'est-à-dire que même si le taux terminal ne change pas, on est plutôt sur une logique de front-loader, d'accélérer la hausse des taux maintenant, pour avoir l'impact le plus important et surtout pour éviter le désancrage des anticipations d'inflation à long terme. Ce qui est réussi aujourd'hui, parce que quand on voit en fait les anticipations de marché, on est toujours sur les banques centrales vont réussir. C'est dans les clous, c'est dans les rails. Voilà, exactement. Après, quand on regarde au niveau des marchés, alors je parle plus spécifiquement sur les marchés de taux et de crédit, quand on voit, en fait, le marché de crédit est allé très loin dans ce pricing pour deux raisons. Un, c'est qu'il y a des investisseurs qui peuvent acheter que du crédit, c'est-à-dire qui ont vendu du crédit parce qu'ils ne voulaient pas être exposés au taux d'intérêt. Et puis, il y a des sujets de liquidité qui font que on a envie de vendre maintenant plutôt que plus tard si tout le monde vend en même temps. Ce qui fait que quand on regarde ce qu'implique le marché de crédit, aujourd'hui, il implique qu'une entreprise sur trois sur le segment high yield, une entreprise sur trois fait faillite, fait défaut dans les 5 prochaines années. D'accord. C'est quelque chose qui est énorme. C'est énorme. D'accord. Et même sur la catégorie la plus, on va dire, la plus noble, l'investment grade, on a une entreprise sur 10 qui fait défaut dans les 5 prochaines années. D'accord. Historiquement, c'est 0,3 à 0,4% des entreprises qui font défaut sur 5. Oui, mais en période de récession, si c'est ce qu'il faut anticiper, est-ce que les ratios que vous venez de donner, là, est-ce que c'est déjà quelque chose dans une prime qui couvre le risque de récession, de ralentissement? D'accord. Tout à fait. Mais, alors, par contre, il y a un gros mais, c'est que, en fait, on ne peut pas exclure que ça aille beaucoup plus mal, que les spreads aillent beaucoup plus haut avant de revenir vers cette valeur fondamentale. Et c'est pour ça que, en fait, en termes d'investissement, aujourd'hui, ce qui serait intéressant de faire, c'est que d'être dans ce marché-là, parce qu'en fait, on est payé pour le risque, mais d'avoir un niveau d'exposition, un niveau de risque limité encore, qui est limité, qui permet en fait d'encaisser un choc potentiel futur. 30 secondes sur la Fed, Mabrouk. Pas cool. Ben non. Pas cool parce pour que la prochaine fois. Non, mais globalement, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un trade-off aujourd'hui. C'est globalement, est-ce qu'on veut une situation stagflationniste, pas de production de l'inflation, ou est-ce qu'on veut en fait briser cette situation qu'on ne sait pas gérer, hein. La stagflation, les banques centrales ne peuvent pas gérer. Gérer une récession, ça, elles peuvent faire. Donc aujourd'hui, le trade-off, il est là pour moi. D'accord. Donc la Fed, avec effectivement les délais de transmission de la politique monétaire qui sont longs, va monter les taux, va continuer. Donc 75, effectivement, pour le prochain FOMC.
75 pour celui d'après en septembre, il ne faut pas l'exclure du tout, parce que si l'inflation, on l'a bien vu, qu'on a été surpris négativement par l'inflation, il n'y a pas de raison de penser que ça s'arrête, encore moins en Europe par ailleurs. Et donc, in fine, à un moment donné, provoquer une récession, c'est un moindre mal par rapport effectivement à la situation de stagflation. D'accord, c'est toujours cet arbitrage relatif entre Mais je pense que le choix a été fait. Options. Pour vous, le choix a été fait. Pour la Fed, oui, il a été fait. Donc récession. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera sur cette idée d'une récession 30 secondes, décidée et choisie par la Réserve fédérale américaine. Non, mais la vraie question, c'est quelle va être l'ampleur du choc et de la récession qu'on aura envie de supporter. Ah oui, mais ça, c'est toujours l'analyse coût-bénéfice. Parce que maintenant, il y a des scénarios de récession douce, mild recession, etc., technique ou autre. Bon, c'est la question pour la rentrée. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup. Olivier Ringard, Neuflis OBC, Mabrouk Chetouane, Natixis ICM et Zakaria Darwish, CPR Asset Management, étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'alimentation et plus précisément du défi alimentaire pour la planète et ses habitants. Un thème dont nous avons parlé il y a quelques semaines à peine avec Ronnie Michali, le président de la financière Galilée. Bien sûr, c'est une thématique passionnante, je dirais peut-être l'une des plus passionnantes que l'on a à traiter dans le Codex. Je rappelle, le Codex, c'est notre outil d'analyse qui permet de décrypter les thématiques qui nous paraissent être des thématiques d'avenir, en regardant leur perspective économique d'abord, mais surtout leur potentiel boursier. C'est ça qui va bien sûr nous intéresser. Et peut-être commencer, vous parliez de thématiques démographiques, la FAO, qui est finalement l'organe des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation, de l'agriculture, nous dit que un enfant de moins de 5 ans finalement meurt de faim dans le monde toutes les 10 minutes. Mmh. Donc ça, c'est déjà une statistique assez impressionnante. Et parallèlement, finalement, on a un tiers de la production mondiale qui part en gaspillage. Donc un tiers de la production finalement qui est cultivée, qui est transformée, qui est délivrée, part en gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est vraiment... C'est un des principaux objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 17. Ça doit être à peu près le 2e, 3e ou 4e. C'est exactement. Ça. Sécurité alimentaire, bonne alimentation, bonne nutrition. Ça résout une énorme partie des problèmes mondiaux derrière. Exactement. C'est l'ODD numéro 2 des Nations Unies. Voilà. Et c'est l'objectif 2030 des Nations Unies qui s'appelle Faim Zéro, finalement. Donc c'est vraiment au cœur des préoccupations des Nations Unies. Et donc la problématique de cette thématique, finalement, c'est qu'on demande à l'agriculture de nourrir de plus en plus de personnes, 10 milliards en 2050, 3 milliards de plus que maintenant. On attend finalement que les agriculteurs vivent mieux de leur travail, mais en même temps, on demande que l'alimentation satisfasse finalement des nouvelles réglementations, des nouvelles normes, production plus locale, une agriculture et une nutrition de plus grande qualité. Et enfin, on veut que finalement l'agriculture devienne plus écologique et qu'elle puisse protéger finalement les écosystèmes et qu'elle puisse protéger la santé des agriculteurs eux-mêmes. Donc vraiment thématique très importante. Et on court beaucoup d'objectifs à la fois effectivement à travers cette thématique de l'alimentation. Oui, et donc si je reviens à l'analyse boursière de la thématique, oui, c'est une thématique au sens où vous l'entendez chez Financière Galilée, c'est pas juste un play sectoriel, c'est bien une thématique globale, mondiale, transsectorielle. Exactement. Alors, on vérifie, bien sûr, quand on fait les fondamentaux de la thématique, on vérifie qu'elle soit structurelle, bien sûr, internationale et transversale. C'est toujours le même processus. Alors, structurelle, bon, on a dit augmentation finalement du nombre d'habitants dans le monde, baisse des ressources naturelles. La demande actuellement est plus forte que l'offre, donc déjà actuellement. Et puis tout ça se fait dans un exode rural important qu'il y a dans les pays émergents, donc il y a de moins en moins de producteurs. Le gaspillage alimentaire est de plus en plus important. Une statistique qu'on a trouvée intéressante chez Financière Galilée, aussi par rapport au gaspillage, c'est que si le gaspillage était un pays, finalement, il serait le 3e pays le plus pollueur dans le sens le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le monde.
Donc c'est quand même... C'est-à-dire la part du gaspillage, la part de la nourriture, ce 1/3 de nourriture processée, transformée qui ne sert pas à nourrir, qui est gaspillé, vous dites. Si on le transforme en valeur de pollution, d'une certaine manière, c'est un des pays les plus pollueurs de la planète, quoi. Toute l'énergie que ça prend pour être produit, finalement distribué, etc., et enfin gaspillé, ce serait le 3e pays le plus émetteur de gaz à effet de serre derrière les États-Unis et la Chine, finalement. Donc, bien sûr, il y a aussi, on parle beaucoup de la faim dans le monde, mais il y a aussi des problèmes en termes de qualité finalement de l'alimentation. Il y a des pays qui font face à des problèmes médicaux dus à l'alimentation, l'obésité, l'hypertension, le diabète. Certains pays, comme les États-Unis, ont 34%, je crois, de leurs adultes qui souffrent d'obésité. Donc une alimentation dans ce cas-là, à l'inverse, qui est trop riche, trop déséquilibrée. Et donc, bien sûr, ça donne énormément de quoi faire pour les entreprises qui sont dans cette thématique pour les prochaines décennies. Donc, c'est une thématique réellement structurelle dans ce sens-là. Ensuite, international. On pense tout de suite à l'Afrique quand on pense évidemment problème d'alimentation, problème d'accès à la nourriture. Il faut savoir que c'est en Asie qu'il y a la moitié finalement des personnes qui n'ont pas accès à la nourriture. Et donc c'est l'Asie qui souffre le plus de cette déficience finalement, de cette déficience alimentaire. Et donc c'est bien sûr une problématique internationale et transversale. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont impliqués, qui sont concernés. Bien sûr. Donc l'agriculture, bien sûr, tout ce qui est exploitation de la terre, les cultures, l'élevage. Il y a tout ce qui est besoin en eau, besoin en électricité aussi, les besoins en pesticides, donc ça c'est pour l'agriculture. Ensuite, il y a tout ce qui est le secteur de la transformation, qui va transformer la matière première en biens consommables. Il y a tout ce qui est logistique, avec l'acheminement, l'approvisionnement. Et il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est distribution, donc les magasins, bien sûr, le réseau de distribution, et aussi la restauration. Donc c'est vraiment très, très vaste en termes de secteur. Et c'est rajouté ces dernières années la technologie. De plus en plus, en fait, les outils numériques permettent un meilleur contrôle finalement de la qualité de la nourriture et aussi de sa... Du rendement, de son rendement et de sa, je dirais, de sa disponibilité aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du prix ou de la valorisation de cette thématique en bourse, Ronnie? Là aussi, c'est un outil que vous développez à la Financière de Galilée qui permet de mettre un prix ou une valorisation sur une thématique, en l'occurrence celle de l'alimentaire. Oui, alors d'ores et déjà, on peut dire que l'étude chiffrée qu'on a menée, elle est quand même assez encourageante pour cette thématique. Déjà, c'est une thématique qui tient très très bien depuis le début de l'année. On a une thématique qui fait environ moins 1,2% lorsque les marchés font les performances que vous connaissez, Grégoire. Donc c'est un petit peu, la thématique défensive. Voilà, la thématique qui a bien tenu. Il faut dire qu'elle est aussi plus value que croissance. Elle est corrélée, on a fait la corrélation sur 2 ans, on pourrait regarder un peu sur plus longtemps aussi, à 0,93 avec le MSCI Value. C'est intéressant parce qu'on se dit intuitivement, tiens, alimentation, santé, etc., c'est plutôt dans le domaine du style croissance, et non, c'est pas si évident que ça. Disons que tout ce qui se rapporte à la technologie, oui, mais elle est aussi corrélée à la croissance. C'est évidemment pas ça qu'on conteste, mais c'est plutôt une thématique value, et c'est aussi pour ça qu'elle tient depuis le début de l'année, en tout cas mieux, parce que bien sûr la value tient mieux que la croissance depuis le début de l'année. Et aussi, je dirais que c'est une thématique assez intéressante, qui reste assez attractive, malgré le fait qu'elle est bien tenue. C'est peut-être pas celle qui a le meilleur potentiel de rebond, mais elle reste quand même très attractive, dans le sens où son price earning ratio est passé de 20 à 13 en un an. Et donc, effectivement, on a des prix un petit peu plus intéressants sur sa thématique. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors peut-être des faiblesses ou des points à surveiller dans cette thématique qu'on comprend évidemment, séculaire, multidécennale, etc. On a vu les forces et les dynamiques qui portent cette thématique. Sur le plan boursier, quelles peuvent être les faiblesses, Ronnie? Alors au niveau des faiblesses, il y en a 2 principales. Bien sûr, les risques politiques.
Et on le voit avec, bien sûr, avec l'Ukraine et la Russie. À eux deux, 30% des exportations de blé. La tonne de blé a augmenté depuis le début de l'année de 42%, enfin depuis le début de la guerre. Elle a augmenté, je crois, depuis 5 ans de 88%, ce qui fait que de plus en plus de gens doivent consacrer une part plus importante de leurs revenus, finalement, à leur alimentation. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde quand même qui consacrent 80% de leurs revenus à l'alimentation. Donc ça, c'est quand même un des risques importants. Ça peut rapporter plus, bien entendu, à certaines sociétés, mais de manière générale, pour la thématique, c'est quand même un risque. Et deuxièmement, il y a bien sûr le réchauffement climatique et les sécheresses de plus en plus nombreuses. Vous avez vu ce qui s'est passé en Australie notamment. La production australienne a dû être diminuée de moitié récemment. Donc c'est réellement, ça le risque climatique. Et je dirais, puisqu'on n'a pas parlé d'ESG, mais dans nos outils, on fait depuis récemment maintenant une analyse ESG, même un scoring ESG de la thématique. C'est pas la thématique la plus ESG. On a, nous, un score de 7,2 à peu près, alors que le benchmark, le MSCI World, a un score de 7,8 sur 10 en termes de ESG. Qu'est-ce qui pêche? C'est qu'il y a pas mal d'entreprises, notamment américaines, de pesticides dans la thématique, ou alors d'exploitation de volailles massives qui viennent plomber un peu le score ESG de la thématique. Pour finir, Ronnie, qu'est-ce qu'on peut dire du gisement de fonds? Est-ce que c'est une thématique courue, j'allais dire, dans les marchés? Et puis, toujours, est-ce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 supports là, qui vous paraissent intéressants et que vous utilisez même peut-être chez Financière Galilée? Bien sûr. Alors, vous connaissez tous Pictet Nutrition, très connu dans la gamme des fonds qui sont je dirais tourné vers tout ce qui est food and beverage et agriculture aussi. Donc gestion active là, pour le coup. Exactement, gestion active. Mais il y a aussi d'autres fonds intéressants. Alors on a nous remarqué aussi BNP Paribas Smart Food. On a BNY Mellon Future Food. Bon, ça c'est pour les fonds. On a aussi des ETF. Alors des ETF qui ont très très bien performé depuis le début de l'année, qui sont plus tournés agriculture forcément avec l'augmentation des prix des matières premières. Plus matières premières en tant que telles. Ça a bien marché. Vous avez Vanek Agribusiness, par exemple, ETF, qui a très très bien marché. Sinon, j'ai aussi iShares Agribusiness, qui ont bien marché. Il faut savoir quand même que c'est des ETF qui sont positifs depuis le début de l'année, voire très positifs pour certains, entre 10 et 15% quand même. Donc voilà, alors, il y en a pour tout le monde. Il y a un gisement assez grand sur cette thématique, Grégoire, donc il y en a pour tous les goûts. Gestion active, gestion passive. La gestion thématique devient de toute façon de plus en plus étendue, puisqu'il y a un essor des fonds thématiques. Oui. Ronnie Michali qui vient régulièrement discuter de la gestion thématique dans notre émission Smart Bourse sur Bismart, le président de la Financière Galilée.